Bonjour, je m'appelle Camilla Diez et je suis traductrice du français vers l'italien et je vais vous parler d'un très beau livre que j'ai eu la chance de traduire, Les adolescents troglodytes d'Emmanuel Pagano. Très brièvement, pour contextualiser le roman, c'est l'histoire d'Adèle qui est conductrice de navette scolaire dans un pays de montagne dans le sud de la France. Donc c'est l'histoire d'Adèle et de son passé. C'est écrit à la première personne. C'est l'histoire du rapport d'Adèle avec les enfants et les adolescents qu'elle transporte. Et c'est aussi l'histoire de son rapport avec son frère Axel, qui est cordiste de métier. C'est-à-dire que son métier est de contenir la montagne pour ne pas qu'elle s'écroule sur les routes de ce même pays de montagne où Adèle habite. Adèle qui a une histoire très particulière, car c'est une femme qui est née dans un corps de garçon. Et là on en vient à l'écriture. Très vite, en fait, alors cette narration qui est à la première personne et donc au féminin, très vite, quand il s'agit du passé, elle passe au masculin. Donc le lecteur, au début, il est dérouté par ce changement de genre. Et après, on se laisse transporter et on comprend petit à petit l'histoire du corps d'Adèle, qui donc a changé. Alors toujours par rapport à l'écriture et à la traduction, alors c'est une écriture qui en fait tisse et mélange d'une façon extraordinaire plusieurs registres et plusieurs tons, plusieurs types de voix. Et ça, c'était une des défis majeurs de la traduction. Car en fait, alors cette narration à la première personne, où le paysage a la description du paysage a une très grande partie, une très grande importance, et c'est une description du paysage qui est souvent menée par des élans lyriques. Donc il y a un registre littéraire élevé qui est, donc comme on disait, tissé incroyablement bien avec un ton familier, car le ton de la narration d'Adèle est un ton familier, comme un ton parlé, donc qui a les marques typiques du langage parlé, par exemple l'omission du nœud de la négation. Et après, ça c'est mélangé avec les dialogues des adolescents entre eux, qui donc ont un registre typiquement d'adolescents familiers, mais qui sont jamais marqués par des guillemets. Donc voilà, ça se mélange vraiment très, très profondément à la narration. Et après, il y a tout un registre plus technique, car Emmanuel Pagano, elle est extraordinaire dans la description de métiers très particuliers, très précis. Elle se documente très très en profondeur, elle se passionne beaucoup de métiers dont elle parle, et donc il y a eu tout un travail de recherche aussi de termes aussi qui concernent la montagne, donc de géologie, de termes de comment ça s'appelle ce type de paroi rocheuse ou ce type de filet pour contenir la montagne. Et aussi vraiment son écriture qui est toujours très précise, donc très il y a un langage très concret, très matériel, on peut presque toucher, parce que voilà, elle utilise des mots aussi, la tourbe ou plusieurs types de terre qui s'appellent de façon différente, et vraiment pour donner une consistance très forte à ce qu'elle décrit, au paysage, au corps, aux parties du corps, surtout dans le cas d'un personnage comme celui d'Adèle qui a une histoire du corps très forte, très particulière. Et en même temps,
son écriture, elle a toujours quelque chose de très impalpable et de très léger. Et par exemple, un élément qui est très présent dans ce livre est le brouillard. Le brouillard, donc, qui contribue à cette impression d'impalpabilité, et c'est un brouillard aussi qui voile le passé d'Adèle, mais qui petit à petit aussi se dissipe au fil de la narration. Et je vais vous lire en italien un petit extrait qui justement parle du brouillard, entre autres. Nel bosco la nebbia è compatta come carne, la si può toccare. Del resto, avanzando, non sappiamo cosa toccheremo o in cosa resteremo impigliati, a parte il freddo della nebbia. È carnale e brinoso. La notte degli alberi aggiunge la sua trama nera e i miei grandi sono entrati in un silenzio impastato di rispetto et paura. Alors aussi on a le brouillard qui est comme de la chair en fait. C'est vraiment, on voit bien comment la matière et l'impalpable se tissent dans sa narration. On a aussi des mots importants comme silence. C'est un des défis aussi de la traduction, ça a été de rendre les silences de son écriture, de ne pas trop expliciter, de ne pas trop mettre de la lumière là où justement il y avait du brouillard. Vraiment à chaque fois, le plus difficile, je pense que ça a été de trouver la juste voix, la juste mesure pour rendre au mieux cette écriture qui voilà, qui a, comme on l'a dit, plusieurs couches, comme des couches géologiques, mais qui sont incroyablement bien mélangées. Et merci. Le vent, c'est le pire d'ici. Le vent, c'est ici, presque toujours, et jamais du même côté. Le vent tourne, se désoriente, ne se pose plus. Le vent sans la neige, ce n'est pas encore tout à fait du vent. Ce n'est pas de la tourmente. Ça ne compte pas autant, mais ça fait partie des terres, ça fait partie de nous. Quand il tourmentera, ça sera presque l'inverse. C'est nous qui ferons partie du vent. Neigés et tourmentés nous serons. Le reste du monde est là, en mouvement, dans un bruit qui fait taire tous les autres. Les bords des océans, les gouffres, les villes, les frontières inconcevables sont ici, dans le vent. Le vent fronce les prés par vagues, il aplanit les couleurs des bruyères et couche l'acidité des fougères, il pose des rides à la naissance des branches des fayards, au monde plat des lacs, aux écorces grises des frênes trentenaires, des replis de partout, même sur les joues des gens. Niel, qui ne parle presque jamais, a remarqué un certain silence, ou plutôt l'absence de bruit. Je le vois dans le rétro se redresser pour regarder par la vitre. Sylvain soulève sa capuche. Sébastien chuchote, ça s'est arrêté. Les 2-3 secondes de rien qui suivent l'arrêt des choses, du vent, du temps, tout le monde le sait, c'est une dilatation, non, une rétractation du monde avant les catastrophes, dites naturelles d'ailleurs. Les falaises qui décrochent au bord des océans, les tremblements de terre, les failles, déluges, volcans ouverts. Un serrement douloureux des terres. De ma naissance, je m'en souviens. Je ne suis pas la seule, presque tout le monde s'en souvient. Mais presque personne n'y fait attention, c'est tout. Moi, je le sais parce que ça m'est insupportable. Quand je retrouve les sensations qui l'accompagnaient. Pas grand-chose d'ailleurs, peu de choses. Le souvenir du passage, l'oppression de tout le corps en résonance, une angoisse au sens propre partout répercutée, revenant aujourd'hui encore. Dans les gorges, sous les brumes, mais aussi en plein soleil, en plein vent, en pleine intimité, quand un homme ne se tient pas assez fort sur ses coudes et m'écrase la poitrine. Mon frère, dans une de ses lettres, me parlait des pièces sur mesure fabriquées en fonction de la forme du rocher, des coffrages, des supports bétonnés pour retenir les blocs de roche,
J'avais dessiné le corset de la montagne. Être serré, être tenu, étrangement, ça me fait du bien, si ce n'est pas par quelqu'un. Je n'aime pas les vêtements amples. Je me recroqueville presque tous mes soirs dans une baignoire étroite. J'étais tellement contente en m'installant dans le village de trouver dans l'appart une baignoire comme ça à ma taille. Je me disais, pour dormir, je me coince entre le lit et le mur, le bras et la jambe droite sous le matelas. Quand j'étais petit, je faisais des kilomètres à vélo dans les landes farcies d'épilobes. Je coinçais mes roues dans les hampes pourpres encombrantes. À certains endroits, elles étaient plus hautes que moi, mais je voulais pas faire le tour par la route. Je me dégageais, je remontais sur mon vélo. Parfois, je le portais pour atteindre enfin les prés rasés où je pédalais à fond pour semer mon frère et sentir les énormes poils drus des restes des fenaisons racler les pneus. Je me dépêchais vers le volcan pour aller me baigner dans le lac glacial, mon lac, ma pause, sentir mon corps se contracter, laisser ma peau saisie par le froid se brider. Je nageais vers le centre, je me laissais couler un peu. Et mon frère criait apeuré, dressé sur son vélo. On allait se faire tuer si maman savait. Mais c'était moi qui avais peur s'il me bloquait le corps pour jouer. Il me mettait à terre et s'amusait à me couper le souffle rien qu'avec son poids. Je suffoquais à courir à porter à maman. Mon frère décontenancé prétendait qu'on jouait juste à se bagarrer. J'ai peur, j'ai mal, j'ai froid, ça m'oppresse quand c'est un autre corps que le mien, que les os, les choses, qui me tient et m'emprisonne. Je déteste ça, être tenue serrée par quelqu'un d'autre. J'ai toujours eu mal sodomisé. Et je croyais déjà que c'était à cause de ma naissance douloureuse. Pourtant, la pénétration vaginale, et même les lèvres encore cicatricielles, j'aime ça. J'ai aimé ça tout de suite. Quelques semaines après l'opération, je n'avais pas attendu les 4 mois de précaution, je me sentais prête depuis si longtemps. J'aime ça sans avoir mal. Jusqu'à ce qu'un homme s'abandonne et s'affaisse. Là, c'est plus pareil. Lève-toi, j'étouffe. Pénétrer en garçon, j'ai souvent essayé, puisque j'aime les hommes, mais ça m'a toujours fait si froid, glacée, et glacée, j'étais. Fissurée, bien sûr, endolorie un peu, mais refroidie surtout, rétractée, glacée plusieurs fois, comme sur plusieurs couches, comme au fond de moi, comme le torrent en dessous des grottes il y a 2 ans. L'eau gelait progressivement, de plus en plus profondément, et son mouvement se figeait jusqu'à ce que le gel s'empare des remous du fond. Et ça faisait des strates successives et aléatoires d'ondes immobiles.